On a le... C'est toujours beau. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. On va parler aujourd'hui de comment piloter une association en pleine expansion. En attendant que tout le monde se connecte, on va se présenter rapidement. En tout cas, bienvenue sur ce webinaire. Alors, petit mot avant de démarrer, simplement petite question technique. On est aujourd'hui sur Livestorm, c'est la plateforme sur laquelle on est actuellement donc en live. Comment ça marche? Vous avez en bas à droite, et je vois qu'il y en a qui ont déjà trouvé l'onglet chat, si vous voulez nous dire un petit bonjour, nous saluer, nous remonter des éventuels problèmes techniques de son, d'image, n'hésitez pas, vous pouvez vous présenter, vous pouvez interagir tout au long de la présentation. Voilà, il y a Quentin qui vous fait déjà un petit coucou. Vous avez aussi un onglet questions. Je vous invite à poser toutes vos questions dans cet onglet-là et non pas dans le chat, ça nous aidera, ce sera plus facile pour nous pour suivre vos questions. Et puis, vous avez aussi un onglet sondage. Vous allez voir pendant le webinaire, on va vous poser quelques questions de sondage. Sachez que le webinaire, il est enregistré et donc vous allez le recevoir, l'enregistrement à la fin du webinaire avec la présentation aussi qu'on affiche actuellement à l'écran. Sur cette présentation, vous allez voir que des fois, il y a des petits boutons sur lesquels vous allez pouvoir cliquer, non pas aujourd'hui, maintenant en live, mais tout à l'heure quand vous allez télécharger la présentation à la fin du webinaire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose un petit tour de présentation parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent qui on est Yapla, d'autres pas. Alors, qui on est Yapla et pourquoi on est là? Donc, Yapla, on est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. En gros, notre mission, c'est de vous équiper en tant qu'association pour faciliter votre quotidien, notamment en vous libérant de tâches administratives, en vous aidant à encaisser tous vos paiements, qu'il s'agisse d'adhésion, de dons, de billetterie. En fait, on vous met toute une plateforme complète avec plein d'outils à la carte à disposition. C'est accessible gratuitement. Et c'est pas vraiment l'objet aujourd'hui du webinaire de vous parler d'Yapla. Mais pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que en plus de l'outil qu'on vous met à disposition, on a à cœur de vous partager toujours des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Et parfois, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'entoure tout simplement d'experts comme DonaSafe qui a pris le temps aujourd'hui d'être à mes côtés. Donc, merci encore Quentin et Roblet d'être là pour parler tout simplement de changement d'échelle, de comment piloter une association en pleine expansion. Et du coup, écoutez, je vous passe la main, Quentin et Roblet, si vous voulez vous présenter. Merci Solène, merci beaucoup. Alors, on va effectivement se présenter. Moi, c'est Quentin Michelet, je suis le directeur général du groupe Euridium. Et Euridium, c'est un organisme de formation certifié Calliope qui a la particularité d'avoir 3 marques. Une à destination des TPE et petites entreprises qui s'appelle CréaSafe, une à destination, une spécialisée en RSE qui va bientôt sortir, dont je ne vais pas communiquer le nom pour le moment. Et aujourd'hui, la marque qui nous intéresse, c'est DonaSafe, qui est représentée par notre directeur de développement, notamment Roblet Wip, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Roblet Wip, directeur de DonaSafe. Au sein de l'équipe, mon rôle, ça va être de gérer les commerciaux, les conseillers de formation, ainsi que les formateurs. Et en général, c'est moi qui vais faire les plans de formation en lien avec les formateurs. La particularité des formations qu'on propose et des accompagnements, c'est que nous ne sommes pas dans la théorie, mais nous sommes dans la mise en pratique. C'est-à-dire que durant nos formations, on va avoir des éléments concrètement utilisables pour nos associations clientes afin qu'elles puissent réellement se développer. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on pratique souvent, à savoir l'accompagnement au changement d'échelle. Dans un premier temps, on va voir ce qu'est le changement d'échelle, puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette notion. Ça peut être flou, ça peut être lointain. Donc, on va essayer de définir et de comprendre ce qu'est un changement d'échelle. Ensuite, on va essayer de comprendre comment on peut conduire ce changement, puisque lorsque on met en place un changement, on peut être confronté à des résistances. Ces résistances, comment on y pallie? Et surtout, comment on maîtrise
ce changement. On a aussi des ressources qui augmentent tout à coup. Quels indicateurs surveiller? Comment les appliquer ensuite? Et enfin, on va vous présenter un ensemble de solutions que vous allez pouvoir utiliser pour accompagner ce changement. Alors, de quoi parle-t-on, Roblet? Alors, le changement d'échelle, pour le dire de façon plus simple. Déjà, peut-être qu'on va poser la question à nos invités du jour. Bien sûr, bien sûr. Il y a un petit sondage dans l'onglet sondage. Si jamais vous voulez répondre, dans quelle mesure êtes-vous familier avec le changement d'échelle pour une association? Solène a déjà mis le petit sondage avec les réponses. Donc, parce qu'au final, vous avez certainement déjà entendu parler, vous avez peut-être déjà été confronté au changement d'échelle. Mais peut-être que vous êtes tout nouveau sur le sujet. Peut-être que vous n'avez jamais... vous êtes au début de votre association et que finalement, rien que le fait de lancer votre association est un changement d'échelle pour vous. Donc, quels sont les résultats de ce sondage, chère Solène? Alors, on attend. Alors, il y a quelques réponses qui arrivent doucement, mais la plupart, j'ai l'impression, nous disent pas du tout. On a à peu près 60% des réponses qui nous disent qu'ils ne connaissent pas la notion de changement d'échelle. Mais on a quelques connaisseurs quand même un petit peu ou assez bien. On en a un qui a dit qu'il a déjà vécu un changement d'échelle. Voilà. Après, les votes continuent d'évoluer. D'accord. Du coup, on va vous aider, ceux qui ne connaissent pas la notion de changement d'échelle. Roblet, je t'en prie. On va définir ça assez rapidement. En fait, c'est tout simplement le passage du modèle artisanal qui jusqu'à là fonctionnait très bien à un modèle plus structuré, plus durable, qui nécessite des ressources, des outils et une gestion beaucoup plus professionnelle. Voilà, c'est rapidement dit. Et donc, là, on va essayer de voir à quel moment on sera confronté et qu'est-ce qui nous permet, qui est confronté, qu'est-ce qui nous permet de se dire, il faudrait peut-être changer d'échelle. Déjà, si vous êtes ici, c'est soit que vous êtes une association en pleine croissance qui est confrontée déjà à des défis sur lesquels elle n'est pas forcément à l'aise, ou en tout cas sur lesquels elle a besoin de réponses, ou que vous souhaitez tout simplement professionnaliser votre structure, ce qui est l'un des enjeux de 80% des associations. Alors, pour pouvoir savoir quand faire évoluer votre association, il y a deux éléments. La première possibilité, c'est que vous ayez eu une opportunité de développement. Par exemple, vous avez été sollicité par une mairie, une fondation d'entreprise, ou même une structure partenaire, parce que vous avez l'expertise sur un sujet particulier. Génial. Vous êtes reconnu. Sauf que l'expertise ne suffit parfois pas. Parfois, vous avez besoin de vous équiper en ressources, qu'elles soient humaines, que ce soit par le biais de logiciels ou que ce soit par aussi des besoins en financement. Et ces opportunités de développement vont être l'occasion de développer votre structure et là aussi de changer d'échelle. Dans le deuxième cas, c'est tout simplement que votre association évolue. Ce n'est pas de nouvelles opportunités, c'est juste une évolution logique de la structure. Et dans ce cas, vous allez avoir quelques indicateurs à surveiller pour vous assurer qu'il est intéressant et pertinent d'évoluer. J'ai eu un peu de retard à ce que le changement arrive. Alors, il y a effectivement les indicateurs d'impact, ce qu'on appelle des indicateurs d'impact. Aujourd'hui, on va parler de l'impact que vous avez sur votre territoire, l'impact que vous avez sur vos bénéficiaires et sur vos adhérents. Si on se retrouve confronté à une augmentation durable de plus de 25% de la demande pour les services que vous proposez pour les activités, alors il serait peut-être temps de se poser la question, est-ce qu'on est en capacité d'absorber justement cette demande? Si on voit que ça fait plusieurs années que
la demande augmente, on peut se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être embaucher plus de personnes, ouvrir plus de créneaux si jamais on est une association sportive, ou alors avoir plus de bénévoles, recruter plus de bénévoles. Il y a aussi un autre indicateur à surveiller, et celui-là est très pertinent. En général, la plupart des associations sous-estiment le fait de dupliquer leur modèle sur plusieurs régions et sur plusieurs villes, par exemple. Si vous avez un taux de satisfaction de plus de 85%, ça veut dire que votre modèle plaît. Ça veut dire aussi que vous avez une structure qui fonctionne bien. Donc, pourquoi pas aller le dupliquer sur une autre ville, sur une autre région, ou tout simplement labelliser votre modèle. Il y a notamment des exemples possibles. Là, moi, je pensais aux petites cantines, par exemple, qui, à travers le temps, ont vu que leur modèle fonctionnait plutôt bien et elles l'ont développé sur d'autres villes. Et enfin, vous avez une augmentation significative des adhérents et des adhérents actifs surtout à vos activités. Cela nous amène à nous dire que on est en capacité de faire en sorte d'avoir plus d'ambassadeurs. Parce que qui dit adhérents actifs et participation active dit qu'on a des ambassadeurs qui vont pouvoir porter notre modèle, notre ADN et notre façon de faire. Et donc, ça peut aussi nous permettre de se dire qu'il serait peut-être temps qu'on évolue et qu'on se structure un peu plus pour aller rechercher, là encore une fois, plus d'impact, plus de personnes et aider plus de personnes. Et voilà. Effectivement, ces ambassadeurs sont les premiers représentants de votre structure. Et s'ils sont actifs, il y a peut-être la possibilité de les solliciter autrement et de les faire s'investir davantage. Donc là, après, il y a plein de possibilités qui existent, avec notamment des contrats de bénévolat, mais c'est un sujet sur lequel on pourra discuter par ailleurs. Vous avez aussi des indicateurs financiers. Comme toute structure, d'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Les associations sont certes à but non lucratif, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de générer du profit. Vous avez le droit d'avoir un excédent du profit sur votre budget. Oui, c'est choquant. Merci pour les smileys de réaction. C'est choquant. Là, le seul élément qui est important par rapport à l'argent que vous allez récolter, c'est que vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour vous-même. Tout l'argent doit être réinjecté dans le fonctionnement de la structure ou d'ailleurs peut alimenter un fonds de réserve pour l'association. Ce qui signifie que lorsque, pendant plusieurs exercices, on conseille 3 exercices, vous connaissez un excédent de budget, une croissance moyenne de 10%. Eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser ces fonds pour générer de nouveaux projets et aussi, et surtout, pouvoir vous équiper de manière à optimiser encore l'activité de la structure. L'autre indicateur financier qui est essentiel, c'est celui lié à la diversification des ressources. On conseille de limiter la dépendance à un financeur à maximum 30%. Pourquoi? Parce que si un financeur demain décide de vous abandonner, je pense notamment à l'État, vous avez vu ces derniers temps, il y a des discussions budgétaires avec des baisses de subventions qui s'annoncent. Si demain une subvention est totalement annulée et qu'elle dépasse les 30% de recettes de votre activité, vous risquez demain de ne plus exister carrément. Et donc, pour pouvoir appréhender un changement d'échelle, il est nécessaire de diversifier non seulement ces financements, mais aussi de limiter l'impact d'un financeur à seulement 30% de votre fonctionnement. Si vous avez au moins 5% d'excédent d'exploitation récurrent, c'est aussi une bonne chose. C'est preuve de bonne santé de votre structure. Et là encore,
c'est ce qui va vous permettre de pouvoir financer des projets sur le moyen terme. Le dernier point qu'on voulait aborder avec vous sur les indicateurs financiers, c'est sur votre trésorerie. Lorsque vous êtes en plein développement, vous avez parfois tendance à faire de nombreuses dépenses. Ces dépenses, si vous ne les alimentez pas, si vous ne les gérez pas par rapport à vos recettes, vous risquez de les rendre, de vous mettre en difficulté. Et si, durant un mois, vous vous rendez compte que vos dépenses dépassent la trésorerie nette de votre structure, eh bien là, vous allez vous mettre en difficulté et vous risquez de mettre en péril votre association. C'est pourquoi il faut impérativement avoir une vision à 6 mois de l'ensemble des dépenses mensuellement, afin d'auquel cas, si jamais il y a un dépassement à un moment donné, gérer la situation avec les créanciers et pourquoi pas différer des paiements. Il y a aussi des indicateurs opérationnels, Roblet. Est-ce qu'aujourd'hui, votre association repose que sur la bonne volonté? Peut-être que vous avez des équipes qui sont surchargées. Si vous avez sur plusieurs semaines, alors sur un projet, ça peut arriver, mais au bout de plusieurs mois, voire même plusieurs années, si vous avez vos collaborateurs qui ont une hausse des heures supplémentaires de plus de 20%, ou une sursollicitation des équipes bénévoles, cela peut amener à un désengagement, que ce soit de la part des bénévoles ou de la part des employés. C'est peut-être aussi, dans ce cas-là, le moment de se dire qu'on a besoin de recruter, d'agrandir l'équipe, d'avoir au moins des gens qui vont pouvoir gérer et qui vont pouvoir absorber ce surplus d'activité. C'est ça, parce que ça peut aussi être structurel. C'est ça, parce qu'au final, une augmentation des heures supplémentaires ne signifie pas que vous avez une amélioration de votre efficacité. Ça signifie seulement qu'on donne plus de charges potentiellement à nos collaborateurs. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, ils risquent de mal faire les choses et finalement, d'à terme, baisser la satisfaction de vos bénéficiaires dont on parlait tout à l'heure. Alors, on peut soit penser à automatiser certaines tâches, soit on peut trouver aussi mieux repartir ces tâches-là. Aujourd'hui, il y a aussi le fait d'avoir comme autre indicateur un taux de remplissage des activités supérieur à 90%. Là, on revient un peu sur ce qu'on disait sur le fait de satisfaire, plus de 85%. Si on arrive à avoir des activités qui sont remplies à 90%, il serait peut-être temps, là aussi, de penser à pourquoi pas ouvrir d'autres créneaux, pourquoi pas ouvrir, essayer d'augmenter de répondre à cette demande. Alors, on a enfin, je voyais dans le chat tout à l'heure, quelqu'un qui disait qu'il avait eu un nouveau président qui avait plein de nouveaux projets. Alors, c'est sympa d'avoir plein de nouveaux projets, c'est excitant. Mais quel est le taux de réalisation de ces projets? Est-ce qu'on est un taux supérieur à 40%? Et à ce moment-là, soit il faut savoir prioriser ces projets-là. On peut avoir plusieurs outils et plusieurs méthodes pour justement les prioriser. Soit, là encore une fois, on va avoir besoin d'agrandir l'équipe. Mais attention, je vois que depuis tout à l'heure, j'ai dit agrandir l'équipe. Ça veut pas forcément dire recruter. Ça veut peut-être dire essayer d'augmenter certains bénévoles, essayer de faire en sorte que certains bénévoles gagnent plus en responsabilité dans certaines tâches. On peut avoir des bénévoles qui peuvent être managers aussi, qui peuvent manager d'autres bénévoles. Et enfin, une complexité administrative croissante avec un gros nombre d'adhérents, par exemple. On était en train de gérer les adhérents sur Excel, mais on se rend bien compte finalement que Excel, ça me suffit plus, et je suis en train de sourire parce que j'ai vécu ça. Ça ne suffit plus Excel pour gérer ces adhérents. On est obligé de passer à d'autres solutions parce que on est confronté. Alors, pourquoi 40% serait moins de 40%, plus de 40% serait handicapant?
Pour la simple et bonne raison que ça veut dire qu'on se lance en fait derrière plusieurs projets où on n'est pas en capacité de les réaliser. 40% des projets, ça veut dire quand même qu'on a sur 10 projets, on a quand même on arrive à réaliser 6 projets. Et ce n'est pas si bien que ça. Ça peut décourager certains bénévoles, ça peut décourager aussi certains de nos collaborateurs. Quentin, tu as peut-être quelque chose à… J'allais réagir, c'est-à-dire que lorsque on ne réalise que 40% des projets qu'on a entamés, ça signifie qu'on a passé du temps à la réalisation des projets. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce temps aurait pu être utilisé à d'autres actions. Et donc, le fait de n'avoir que 40% avoir justement une non-réalisation de 40% de nos projets va faire que notre gestion de nos ressources humaines n'est pas bonne actuellement. C'est-à-dire qu'elles vont être utilisées. Alors, on peut vous aider à faire votre demande de subvention, Claire, mais on va pas faire votre demande de subvention. Mais en l'occurrence, effectivement, d'ailleurs, vos demandes de subvention peuvent être liées et doivent généralement d'ailleurs être liées à des projets. Et le fait de vous impliquer dans des projets doit avoir un retour sur investissement entre le temps passé versus les choses réalisées à la fin. Vous entendez, c'est Roblet, pas Robert, mais oui. Alors, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que vous m'entendez bien, les autres? On t'entend, Roblet, on t'entend. Bon. Du coup, on peut traduire en langage des signes, sinon Roblet, si vous le souhaitez. Je maîtrise pas le langage des signes, mais je prends des cours. Du coup, oui, on alloue aussi la complexité administrative, effectivement. Et on était rendu aux complexités administratives, effectivement. Et là, encore une fois, on peut automatiser certaines tâches. Je suis en train de surveiller l'heure et je vois qu'il faudrait peut-être qu'on accélère un peu. Mais effectivement, on peut automatiser certaines tâches et on peut surtout faire en sorte de demander aux gens qui sont sur le terrain comment faire en sorte de simplifier toutes nos actions. Parce que la plupart du temps, on peut être éloigné, si on est dans les bureaux, on peut être éloigné des actions qui sont sur le terrain. Alors, Quentin. D'accord, non, oui, c'était par rapport au message, parce que du coup, Jacques a décidé de t'appeler Roblet. Ah. Et apparemment, il y a un problème, donc du coup, Solène, je te laisse regarder ça. Mais avant toute chose, nous avons un sondage. Vous avez vu, il y a pas mal d'indicateurs clés à observer pour votre structure. Mais vous, où est-ce que vous en êtes? Alors, je vois qu'il y a une question intéressante aussi, comment automatiser les demandes des subventions. On va en parler plus tard. On va aussi vous donner des outils et des petites astuces pour pouvoir justement vous faciliter la vie de ce côté-là. Oui, alors après, de toute façon, il y a ChatGPT, c'est vrai, Claire, c'est vrai. On a aussi d'autres structures que l'on connaît qui vous aident à la rédaction de vos demandes de subvention. Par contre, vous avez un travail initial à réaliser. ChatGPT peut vachement vous aider, parce qu'il peut vous aider à revoir une demande de subvention pour l'adapter au cas d'un appel à projet. Sauf que votre projet, c'est le vôtre. Oui, il faut le paramétrer, pas seulement le paramétrer, il faut aussi avoir un projet, tout simplement, déjà. Il faut que vous structuriez votre projet et que vous sachiez comment vous souhaitez le réaliser. Alors après, évidemment, vous allez pouvoir réadapter ce projet par rapport aux différents appels à projets des structures. Mais en l'occurrence, il est nécessaire de travailler au préalable. C'est ça, tout débute dans un cerveau humain. Je suis tout à fait d'accord, Claire. Solène, avons-nous eu des réponses à notre petit sondage? Où en sont nos amis? Oui, alors, en fait, on le partage maintenant. Donc là, dans l'onglet sondage, vous n'avez pas encore la réponse. Mais donc là, vous pouvez aller dans l'onglet sondage pour aller répondre au sondage sur les indicateurs.
Oui, on compte sur vous. On compte sur vous. Parce que, au final, c'est intéressant de savoir si vous, justement, avez quelques-uns de ces indicateurs. D'ailleurs, vous pouvez en avoir plusieurs qui vous permettent de vous dire, ah, là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de solutions pour m'aider dans ma démarche. Demain, vous allez être confronté à de plus en plus d'enjeux. C'est comme ça, le monde évolue de cette façon. Et pour pouvoir accompagner de plus en plus de bénéficiaires, les changements d'échelle, les partenariats, les diversifications de financement, finalement, votre structuration va permettre d'améliorer la gestion de vos bénéficiaires. Avons-nous des réponses, Solène ? Oui, bien sûr. Vous pouvez consulter les résultats dans l'onglet sondage. Mais on a à peu près 40% des répondants qui nous disent avoir peut-être des indicateurs sur le plan opérationnel, une surcharge de travail en fait au sein de l'équipe. Génial, génial. Donc au niveau des surcharges de travail, il y a des solutions qu'on peut facilement mettre en œuvre, mais on va en reparler par la suite. Alors, lorsque vous mettez en place un changement d'échelle, vous allez vous confronter à la conduite du changement. Et qui dit changement dit on a peur. Les gens ont peur quand on leur change leurs habitudes. Comment ça? On veut me remplacer avec un logiciel comme Yapla aussi parfait? Non, non, non. Donc, il faut réussir à gérer. Merci pour le smiley, c'est génial à chaque fois. Il faut réussir à gérer tout ça. Et pour gérer tout ça, il faut se préparer. Alors, la première étape, c'est déjà de connaître vos besoins. C'est pour ça qu'on vous a dit au préalable d'identifier certains indicateurs qui vous permettaient de voir les aspects sur lesquels vous avez plus de besoins. Donc, apparemment, aujourd'hui, le besoin principal de nos invités est sur le plan opérationnel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a trop de travail, pas assez de ressources humaines. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, aujourd'hui aussi, combien de personnes on accompagne concrètement? Pas, parce que nous n'avons pas assez de monde. Combien de bénévoles ou combien de salariés on risque de perdre demain parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour réaliser les actions qu'ils doivent réaliser? Finalement, à ce moment-là, on est en train de définir nos enjeux. Quel est notre processus? En quoi est-il efficace? Quels sont ses manques? Pour pouvoir se remettre en question. Ensuite, il faut définir la stratégie. Et par définir la stratégie, c'est avoir une vision claire. Parce que comme Quentin disait, tout changement, même s'il est bon, peut amener à des résistances. Aujourd'hui, il faut avoir un schéma clair, avoir une stratégie et savoir d'où l'on va, mais aussi à quel moment on va s'arrêter. Parce que la transition, c'est une étape. Ce n'est pas une fin en soi. Le changement d'échelle n'est pas une fin en soi. Et puis surtout, il faut avoir un suivi des ressources. Est-ce que les gens sont à leur poste, à leur bon poste? Est-ce que le projet est viable financièrement? Il faut bien communiquer pour minimiser cette résistance-là. Il faut avoir échangé avec chaque partie prenante parce qu'on peut pas changer les choses et attendre à ce que tout le monde adhère et nous suive. Ensuite, tac. Alors, juste, je voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ça. Oui. C'est que on parlait de crainte pour vos collaborateurs sur les différents changements. Et vous, au moment où vous structurez et planifiez le changement, il est essentiel de faire de vos potentiels détracteurs des alliés. Donc, vous avez cette nécessité au préalable, avant tout le lancement de projet, de prévoir des temps d'échange avec les différents collaborateurs qui pourraient avoir des craintes sur ces changements pour leur faire part des évolutions à venir de la structure et que finalement,
les idées de développement viennent aussi d'eux-mêmes. C'est-à-dire que pour lutter contre la résistance au changement, le meilleur moyen d'agir, c'est de convaincre les gens. Et pour convaincre les gens, il est essentiel qu'ils soient eux-mêmes à l'initiative d'une partie des changements à venir. Alors, pour déployer la stratégie et piloter l'exécution, déjà, on a tout planifié au préalable lorsqu'on fait notre conduite de changement. Donc, on a identifié nos différents objectifs. On a identifié qui allait agir à quel moment. On a identifié aussi combien allait nous coûter le développement de ce projet, finalement, de développement de notre structure. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque fois, on prévoit des choses et rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire que on va avoir, rien ne se passe comme prévu, j'exagère un petit peu, mais on va avoir peut-être quelqu'un de malade à un moment donné, qui fait qu'il ne va pas réaliser une action, donc on va devoir le remplacer. On peut avoir tout à coup un logiciel qui disparaît du jour au lendemain, ou qui en tout cas bug, et du coup ça remet en question notre process. On peut avoir un adhérent qui décide de ne plus nous soutenir. Bref, il y a plein de possibilités qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble des actions qu'on va mener. Et c'est pour ça qu'il faut absolument être capable d'ajuster les actions, d'ajuster aussi en fonction de tout ça nos objectifs et nos budgets, pour pouvoir être au plus proche de la réalité durant la réalisation de cette conduite du changement. Roblé, je t'en prie. Enfin, une fois qu'on est arrivé à cette dernière étape, il faut faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Où est-ce que on a excellé par rapport à ce qu'on avait prévu? Et où est-ce que finalement on a un peu péché? Et tout ça va nous servir. Il faut savoir que pendant tout ce processus-là, il est important de noter toutes ces choses-là. Ça va nous servir pour avoir des bonnes pratiques qu'on va garder au sein de la structure et qu'on va essayer de reproduire si jamais il y a à nouveau d'autres projets qui nécessitent justement ce changement, une transition. Finalement, au moment où on fait le bilan, on va comparer ce qu'on avait prévu et ce qui s'est passé réellement. Et on va essayer de comprendre pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu, pour pouvoir aussi améliorer le processus et puis justement, comme le disait Roblet, mettre en place des bonnes pratiques au sein de la structure. Dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Effectivement, oui. Les mauvaises pratiques, il faut aussi les noter pour pouvoir les éviter plus tard. Alors, je vais répondre rapidement à une question de Thierry qui demande, bon là on est un petit peu en dehors du webinaire, si un président d'association peut être rémunéré. Oui, mais ça doit être défini statutairement. Et la rémunération ne peut pas dépasser un certain seuil. Mais oui, c'est possible. Finalement, tout ça, et puis d'ailleurs on peut en parler, puisque finalement ça a un lien avec tout ce dont on parle. Le fait de vouloir être rémunéré en tant que président d'association participe à la professionnalisation de votre structure. C'est-à-dire que si demain vous êtes salarié de votre association, ça signifie que vous pouvez davantage vous impliquer, que vous n'avez pas besoin d'avoir une activité par ailleurs, ou en tout cas, ce n'est pas obligatoire. Et donc, finalement, la raison pour laquelle, enfin, ce qui va nous permettre d'améliorer notre professionnalisation, c'est que l'on sache concrètement les rôles de chacun, donc c'est de structurer notre gouvernance. C'est aussi un moyen, cette professionnalisation, de former les équipes et de leur donner des modes opératoires qui vont leur permettre de gagner du temps,
des modes opératoires qui vont leur permettre d'être plus efficaces et donc potentiellement de satisfaire encore plus de bénéficiaires. Enfin, se professionnaliser va vous permettre de clarifier votre vision. C'est-à-dire que en augmentant, en améliorant, alors rémunération, contrat de travail, bon, enfin après, c'est-à-dire qu'en améliorant en vous impliquant dans la professionnalisation de vos structures, vous allez savoir davantage ce que vous voulez faire et encore une fois, ça va vous permettre d'améliorer la structure de l'association. Alors, si votre association est en plein changement d'échelle, est-ce que aujourd'hui vous ressentez le besoin d'être accompagné? Alors, je vois qu'il y a quelques questions aussi dans l'onglet questions. Pendant ce temps. Effectivement, Claire, tu as un train d'avance. On va y arriver à un moment dans la mutualisation des ressources. Je vois aussi Jocelyne, comment faire des virements bancaires lors des réceptions des cotisations. Actuellement, seulement par chèque. Il y a un outil génial qui permet de gérer les cotisations et les adhérents. Ouais. Solène en parlera beaucoup mieux que nous, mais il y a un outil génial, n'est-ce pas, Solène? Oui, mais je pourrais revenir dessus peut-être à la fin du webinaire pour apporter des explications à Jocelyne et puis à tous ceux que ça intéresse, effectivement. C'est ça. Alors, c'est super intéressant dans l'onglet sondage. Du coup, merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre. Mais on voit quand même, donc il y en a qui disent qu'ils gèrent plutôt bien la transition d'interne, mais il y a un petit battle entre le oui/non. Hein, il y en a pas mal qui auraient besoin d'un. Le oui commence à prendre le dessus. Le oui commence à prendre le dessus. Et vous avez raison. Vous avez raison de vouloir être accompagné. Mais Roblet l'expliquera mieux que moi avec la slide suivante. Ah mais bon, Roblet, c'est moi qui fais. Bon, je t'allais gérer les slides. Effectivement, du coup, pour les associations et vous, chers web spectateurs, être accompagné, il y a 45% des structures qui ont réussi leur changement d'échelle et leur transition qui ont été accompagnées. Accompagné, ça ne veut pas dire que ça vous légitime moins. Au contraire, ça veut dire qu'on reconnaît nos forces et nos faiblesses. Puis surtout, vous verrez lors du témoignage de Jogurta, il arrive parfois qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas les réponses tout simplement, ou justement parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires. Et c'est en cela que c'est important, soit de former ces équipes et surtout l'équipe dirigeante, soit de former les bénévoles qui vont pouvoir soutenir l'association. Enfin, en chiffre clé par rapport aux transitions, aujourd'hui, il n'y a que 12% des associations qui atteignent une croissance significative et durable. 12%, c'est très peu. C'est-à-dire que chaque année, il y a beaucoup d'associations qui ferment. Alors, ça peut être dû à des difficultés financières, mais souvent, et on l'a bien remarqué, c'est lié à un problème de structuration et de professionnalisation. Il y a 62% des associations en phase de changement d'échelle qui rencontrent des difficultés de financement. Alors ça, vous me direz, il n'y a pas que les associations qui sont en train de croître, qui rencontrent ces difficultés-là. C'est une problématique que rencontrent toutes les associations et là-dessus, on vous croit. Parce que c'est aussi l'une des demandes qu'on a, nous, au niveau formation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 62%, il y a quand même des personnes, il y a des structures qui ont trouvé la solution. Ce n'est pas une fatalité d'avoir des difficultés de financement. Au contraire, il faut juste repenser, encore une fois, à son modèle économique. Essayer de trouver le modèle économique qui nous correspond le mieux. Soit en ayant un modèle hybride, c'est-à-dire qui dépend du financement privé et du financement public,
Et je vois au niveau de l'heure qu'on est rendu à 18h40, donc on va essayer d'aller assez rapidement, sinon on ne pourra pas répondre à toutes ces questions. On a aussi 70% des associations qui se professionnalisent, qui adoptent des outils numériques, comme Yapla et comme d'autres outils que nous allons voir plus tard. Pourquoi? Parce que ça permet de simplifier la gestion de l'association, ça permet de gagner énormément de temps. Tout à l'heure, je voyais monsieur qui dans le chat qui disait qu'il perdait beaucoup trop de temps avec des tâches administratives. Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de simplifier ces tâches-là. Il y a plein, on fait partie, mais on en verra d'autres. Du coup, on va les voir tout de suite. On va les voir juste après avoir parlé de la gestion des ressources, du budget, des équipes, du matériel et de la logistique. Je t'en prie, Roblet. Parce que maintenant qu'on a bien mis en place, on va dire, ces étapes pour cette transition, qu'on a bien préparé cette transition, il faut aussi faire attention à surveiller les ressources qu'on a et avoir une bonne gestion de ces ressources-là. Il y a la gestion financière, le fait d'avoir un budget réaliste, un budget prévisionnel réaliste. Je veux dire, aujourd'hui, si vous ne comptez que sur un seul financement, et on en parlait tout à l'heure, le fait de dépendre que d'un financement pour réaliser votre projet, ce n'est pas réaliste. Il faut être clair, ce n'est pas réaliste. Il faut trouver plusieurs sources de financement qui vont pouvoir permettre d'aller et de réaliser ce projet-là. D'ailleurs, petite astuce pour les budgets prévisionnels, n'hésitez pas à y intégrer la valorisation du temps passé par vos bénévoles. Je m'explique. Oui, je m'explique. C'est-à-dire que généralement, on prend au moins un SMIC horaire pour le temps passé par les bénévoles dans notre structure. Et si demain, vous avez 1000 heures de bénévolat par an au sein de votre structure, 1000 heures fois les 13 € à peu près du SMIC, je crois que c'est 13 € brut de mémoire, eh bien ça fait que vous avez 13 000 € qui s'ajoutent à votre budget. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà financé puisque c'est par les bénévoles et ça vous permet demain d'avoir plus de chances d'obtenir des financements par justement les financeurs qui auront l'impression d'avoir un pourcentage de financement moins important que ce qu'il serait si vous n'aviez pas valorisé votre bénévolat. Je vois que Nathalie compte 16 € par heure dans leur valorisation de bénévolat. Aussi, pour revenir à la gestion des dépenses et la recherche d'économie, je voyais tout à l'heure Claire qui demandait comment on pouvait mutualiser. Pour revenir avant la mutualisation, la recherche d'économie, en fait, faire des économies d'échelle, vous pouvez vous regrouper. Et il y a plusieurs plateformes qui permettent aux associations de se regrouper et de faire des gros achats ensemble. Pourquoi? Ça permet d'avoir une meilleure force de négociation face aux fournisseurs, avoir des meilleurs délais de paiement et puis surtout avoir des plus gros prix, des prix plus bas. Et donc, vous pouvez aller chercher ces économies là-dedans, mais il y a aussi des économies à faire en interne. Est-ce que au final, on ne dépense pas trop de temps dans des projets qu'on n'arrive pas à réaliser? Tout à l'heure, on parlait d'avoir plus de 40% des projets qui sont pas réalisables. Eh ben, on a quand même mis de l'argent là-dedans. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur peu de projets, mais qui vont arriver à finalité, plutôt que de se concentrer sur 15 millièmes, on va dire. Et au final, on alloue des ressources, on alloue du temps qu'on va perdre. Et enfin, il y a un indicateur financier qu'on doit faire attention et qu'on doit bien gérer, le coût par bénéficiaire, les dépendances au financement public, le pourcentage, on en parlait tout à l'heure, et la transformation des dons en actions. Aujourd'hui, est-ce que un don qu'on reçoit va vraiment servir à une action? Et c'est important aussi de le montrer lorsqu'on va faire des campagnes de dons, d'expliquer 1 € donné va servir, par exemple, à nourrir au moins 10 personnes. C'est très important de valoriser et de montrer cette valorisation des dons. Et enfin, il y a des risques financiers à anticiper, baisse de subventions, des problèmes légaux, ça peut arriver pour des associations qui gèrent par exemple pour des mineurs et tout ça.
Enfin, je vois qu'on est arrivé à 45, Quentin. On va parler de la gestion des ressources humaines. On a mis en avant que l'équilibre entre les bénévoles et les salariés. D'ailleurs, justement, faut jamais oublier qu'avec vos bénévoles, il y a une particularité, c'est que vous n'avez pas de lien de subordination, contrairement à vos salariés. Donc, ça signifie que vous n'avez pas vraiment le droit de donner des ordres ou de donner des sanctions à vos bénévoles. Par contre, vous avez le droit d'encadrer tout ça dans le cadre d'un contrat de bénévolat. Nous, on conseille de passer par des feedbacks positifs et des feedbacks correctifs pour optimiser la gestion de nos collaborateurs, qu'ils soient bénévoles ou salariés d'ailleurs. Vous devez aussi avoir une politique de recrutement alignée avec vos changements d'échelle. C'est-à-dire que vous devez réussir à déterminer au préalable les valeurs qui sont les vôtres et vos besoins en recrutement pour pouvoir cibler précisément vos futurs collaborateurs, qu'ils soient encore une fois bénévoles ou salariés, puisque au final, lorsque vous vous structurez, il faut pas prendre n'importe qui, il faut prendre des personnes qui vous aident réellement. On en parlait. Il faut mettre en place des feedbacks réguliers et fixer des objectifs mesurables. Alors, un objectif, pour être mesurable, il doit notamment être chiffré. Si demain, je vous dis à tous, je veux que vous augmentiez votre nombre d'adhérents. C'est très bien. Vous l'augmentez d'un, vous avez augmenté votre nombre d'adhérents. Et oui, Claire, des chiffres, toujours des chiffres, toujours des chiffres. Alors, j'avoue, je suis quelqu'un qui a été traumatisé par les chiffres. Je peux pas en parler aujourd'hui puisque voilà, c'est quelque chose de privé, mais les chiffres sont quelque chose de très important pour moi. Donc voilà. Et aujourd'hui, si vous mettez pas en place de chiffres, vous pouvez pas suivre la réalisation de vos bénévoles, mais aussi de vos salariés. Et vous pouvez pas savoir qui réalise bien les choses et qui le fait mal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut notamment chiffrer. Mais si vous vous contentez de chiffrer et que vous ne définissez pas dans le temps les objectifs à atteindre, là aussi, c'est pareil. Vous ne serez pas en mesure d'affirmer si quelqu'un a bien réalisé ou non son travail. D'où l'importance de se parler et d'avoir des objectifs clairs et précis. Enfin, vous pouvez aussi mettre en place un plan de gestion de carrière pour fidéliser les talents. J'allais aussi ajouter une notion sur le mécénat de compétences qu'on n'a pas forcément mis en avant dans cette présentation, mais qui est quelque chose que vous pouvez solliciter. Pour information, le mécénat de compétences, c'est le prêt de main-d'œuvre par des entreprises pour les associations. Et en l'occurrence, il y a des grandes entreprises qui ont des accords cadres pour pouvoir permettre à des salariés de leur structure à l'approche de la retraite de venir durant 3 ans d'affilée dans une association pour réaliser des missions. Ça fait partie des pistes que vous pouvez solliciter pour augmenter vos ressources humaines. On y vient. Yapla est de retour. Quelques outils pratiques pour vous accompagner. Alors, on garde Yapla pour la fin. Roblet explique les autres et on laisse Solène juste dire un petit mot sur Yapla rapidement. Effectivement. Alors, je vais commencer. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait s'il n'y avait pas un moyen d'automatiser les demandes de subventions. Alors, on peut pas automatiser. Par contre, on peut automatiser la veille, on peut automatiser et avoir de l'aide de rédaction de dossiers avec Mobali. Mobali, c'est une solution pour aider et identifier plusieurs types de financement, que ce soit du privé ou du public. Il y a un robot qui permet de pouvoir faire des recherches tout le temps, qui est tout le temps en veille. Et lorsque il faut le paramétrer, il vous aide à le paramétrer. Lorsque vous avez bien paramétré, il va vous dire clairement, aujourd'hui, on a trouvé une subvention qui correspond aux besoins de votre entreprise, de votre association, excusez-moi, et qui répond à tel ou tel projet. Ça permet de gagner énormément de temps. Ça permet aussi de ne pas se tromper, parce que qui dit répondre à un appel à projet dit investir du temps. Et donc, ça permet de se dire, on a choisi un projet de répondre à tel projet parce que ça rentre dans nos objectifs.
Enfin, il y a Google Ad Grant. Là, pareil, vous pouvez cliquer lorsque vous aurez la présentation. Google Ad Grant, c'est un programme qui permet d'avoir 10 000 $ de publicité Google gratuite. Il faut faire la demande, il faut recevoir la certification, il faut avoir avant tout un site internet qui plaît à Google. Et ce n'est pas non plus avoir le plus beau site, c'est juste avoir un site qui est fonctionnel. Une fois que vous avez fait la demande, c'est très bien, vous avez les 10 000 $, mais maintenant, il faut avoir une vraie stratégie derrière qui nous permet d'être connus, de recueillir plus de dons, mais aussi de faire connaître notre association à d'autres personnes. Ça peut être des campagnes pour les bénévoles, effectivement. D'ailleurs, vous avez un super article rédigé par Solène, disponible, par Solène même directement, disponible sur le site de Yapla. Il me semble que c'est sur le petit onglet En savoir plus ici présent. C'est ça, tout à fait. Enfin, il y a l'application Notion pour la gestion de projets et pour pouvoir échanger avec tout le monde. Tout le monde peut suivre avec Notion. Et encore une fois, on a essayé de mettre là des outils qui sont abordables au niveau du prix pour les petites assos, parce que je voyais tout à l'heure qu'il y avait une personne qui disait on est petit, on voudrait recruter, mais on n'a même pas les financements nécessaires. Tous ces outils-là sont plus ou moins des outils avec des prix assez abordables que vous pouvez utiliser. Notion, c'est une application tout en un pour toute la gestion de projet. De A à Z, ça vous permet de pouvoir échanger avec toutes les parties prenantes du projet. Et ça permet aussi d'avoir une communication claire et nette. Et enfin, Yapla, Solène a présenté tout à l'heure rapidement, mais on va laisser. Oui, merci beaucoup, Roblet. Alors, juste pour répondre dans le chat, donc Étienne, on parle de Movali pour la plateforme qui fait de la veille sur les subventions. Vous avez là sur l'écran les En savoir plus. En fait, ils ne sont pas cliquables là maintenant tout de suite. Par contre, à la fin du webinaire, vous allez recevoir cette présentation-là par email. Et là, les liens, ils seront cliquables. Et simplement, comme ça, vous restez un peu avec nous et puis vous aurez tout le temps d'aller explorer tout ça juste après. Du coup, quelques mots sur Yapla. Puis, j'ai vu quelques questions passer. Donc, Yapla, on a un logiciel tout en un. En fait, on s'adresse à tous les types d'associations, à la fois des associations plutôt petites ou en tout cas qui ont simplement besoin d'aller encaisser des paiements, donc des adhésions, des dons ou encore qui organisent des événements et puis qui ont besoin de faire des billetteries d'événements. Donc ça, c'est accessible gratuitement. Il n'y a pas de frais. Je pourrais revenir plus en détail tout à l'heure. Je ne veux pas mobiliser tout le temps parce qu'on est presque à la fin du webinaire. Mais on s'adresse aussi bien à des associations moyennes, voire grandes, qui ont là, pour le coup, des besoins plus de gestion avancée. On a tout un système comptable. On a la possibilité de créer son site web sur Yapla. On a tout un outil de gestion des adhérents pour vous construire une base de membres à travers le temps, gérer les renouvellements d'adhésion et aller beaucoup plus loin dans la gestion administrative de votre association et de votre communauté. Et donc, effectivement, ça peut être intéressant de s'équiper d'un outil comme Yapla, notamment quand on est en phase de transition, tout simplement pour gagner du temps et pour pouvoir en consacrer plus au cœur de vos activités, notamment à la diversification de vos financements, etc. Je vais vous mettre dans les apps là un lien pour vous inscrire si ça vous intéresse à notre webinaire de découverte, si vous voulez en savoir plus sur Yapla. Et puis, vous aurez aussi de toute façon le lien dans l'email que vous allez recevoir à la fin du webinaire. Voilà. Parce que le 18 mars, c'est le 18 mars, c'est bien ça, je dis oui. pas de problème. Nous vous proposons de se revoir pour une présentation plus détaillée de ce que propose Yapla pour que vous puissiez vous structurer et optimiser finalement votre changement d'échelle. Absolument. On va passer à Jugurtha qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Jugurtha, alors il y a plusieurs associations qu'on a accompagnées, mais on va parler vite de Jugurtha parce qu'il est déjà 18h54, on ne peut pas vous prendre trop de temps. Jugurtha, merci déjà d'être présent. Jugurtha qui est le vice-président d'une association qui s'appelle Novosport. Et Novosport, c'est une association qui a été accompagnée par DonaSafe dans son changement d'échelle, notamment. Jugurtha, je t'en prie. Bonsoir à tous. Merci d'être présent et d'avoir suivi ce webinaire. Je m'appelle Jugurtha, je suis vice-président de l'association Novosport. C'est une association qui a été créée à Nanterre il y a à peu près 2 ans
pour promouvoir la pratique du sport adapté pour les personnes en situation de handicap et les personnes qui n'ont pas de handicap. Au départ, c'était une petite structure qui agissait dans un quartier. Et puis, petit à petit, on a été entraîné dans une euphorie où on a eu beaucoup de bénévoles et beaucoup de sollicitations de la part de collectivités territoriales, notamment de mairies, de départements, d'associations de personnes en situation de handicap. Donc, les premières semaines et les premiers mois ont été hyper plaisants, où on a pu vraiment aller sur beaucoup de choses. Mais subitement, on s'est retrouvé aussi avec une notoriété qui nous a poussé à avoir de plus en plus de demandes, et notamment du coup à avoir des bénévoles qui se retrouvent en situation de surcharge, sachant que les bénévoles, ils viennent quand ils peuvent, quand ils veulent, quand ils sont en bonne santé, quand vraiment cela leur permet. C'est pas comme des salariés. Donc, on s'est très vite retrouvé où là, c'était la chute, c'est-à-dire en quelque sorte avec une situation très compliquée à gérer, où parfois on s'engageait sur des événements, des thématiques, mais qu'on ne pouvait pas assurer parce que nos bénévoles étaient surdemandés. Donc, à partir de là, il a fallu qu'on se pose et qu'on se dise, voilà, nous sommes maintenant assez connus dans la région Île-de-France. Comment on fait pour franchir un cap où on peut assurer toutes les demandes, où on peut se professionnaliser et devenir une vraie asso avec un objectif à long terme, et pas simplement faire nos sensibilisations les week-ends ou pratiquer du sport adapté la semaine ou les soirs. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'est posé, on a cherché un peu qui pourrait nous suivre là-dessus, parce que nous, on avait tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrivait plus à voir les choses et à se dire, tiens, voilà le chemin, et qu'est-ce qu'on fait? Et d'où là où on a fait appel à DonaSafe, qui nous a permis du coup de nous conseiller et surtout de nous mettre les problèmes et nos avantages devant les yeux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on était tellement à la tête dans le guidon, comme je disais, on voyait pas du tout quelles étaient nos capacités et quels étaient nos points négatifs. Par exemple, on ne chiffrait jamais le temps passé, on ne chiffrait jamais au SMIC le taux horaire passé par les bénévoles. Donc tous ces éléments-là ont permis du coup de prendre conscience et surtout quel sens donner à cette association sans pouvoir renier notre culture et notre ADN de base. Et c'est ça qui nous a permis finalement de mieux nous structurer, et puis surtout d'identifier nos points forts et d'aller, grâce à nos points forts, chercher des subventions qui nous ont permis par la suite de recruter 3 salariés. Donc maintenant, l'association fonctionne surtout avec 3 salariés à temps plein et des bénévoles qui gravitent autour. Et depuis, même notre trésorerie a augmenté significativement et notre notoriété est devenue quasiment européenne, puisque nous avons des partenaires un peu partout en Europe qui nous ont sollicité plusieurs fois. Donc là où je veux en venir, c'est que faut pas avoir peur d'aller voir d'autres personnes qui sont extérieures à l'association et de pouvoir dire, voilà, je peux pas faire ça, j'ai tel projet qui n'a pas pu être réalisé, comment je fais, qu'est-ce qui a raté. Il faut être dans l'introspection. Il faut tout le temps chercher le changement et se poser la question, qu'est-ce que je peux anticiper comme problème aussi. Et donc, il n'y a pas de honte à demander à quelqu'un d'extérieur d'apporter son regard. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir changer d'échelle, parfois, il faut se remettre les pieds sur terre et se laisser guider par d'autres personnes qui ont une vision différente de la nôtre. Merci beaucoup, Jogurta. Merci beaucoup pour ce témoignage précieux et qui nous fait plaisir en plus à entendre. Alors, justement, on va parler un peu de nous, parce qu'aujourd'hui, on vous a donné beaucoup de conseils, mais DonaSafe, c'est une structure qui accompagne les associations. Comme je vous le disais en préambule, on est un organisme de formation qui a la particularité d'être spécialisé sur 4 thématiques: la diversification des financements, la communication, la gestion financière et le management. Parce que ce sont les 4 piliers qui permettent d'accélérer votre professionnalisation. Et en plus, on a une particularité, c'est que en tant qu'organisme de formation certifié Calliope, nous avons la possibilité de faire financer nos formations par ce qu'on appelle les OPCO lorsque vous êtes une association employeuse ou une association sportive ou une association culturelle après selon certains éléments. Et on a la possibilité finalement de vous former, de faire une formation intégralement financée par les OPCO.
Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant si jamais vous avez un besoin par rapport à ce changement d'échelle ou même tout simplement un besoin de diversification de vos ressources. Et nous, on vous propose de bénéficier d'un audit gratuit par l'un de nos conseillers formation. Le but, c'est pas de vous proposer toutes nos formations. Le but, c'est vraiment de proposer la formation adaptée à vos besoins. Et c'est là où nos conseillers formation entrent en jeu. Et pour répondre à Khalid Lamini qui nous demandait qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui d'un DLA chargé de mission, on est différent. En fait, on est nous prestataires DLA, tout d'abord, faut le dire. Mais notre dispositif de formation et d'accompagnement est financé par les OPCO et surtout, on n'est pas du conseil. Il faut le voir comme ça. On ne fait pas les choses à votre place. C'est pas de l'accompagnement. On vous apprend à le faire. On est dans de la formation. Et c'est là où on se différencie du DLA principalement. Le but, c'est de vous rendre autonome sur tout ce qu'on va vous apprendre. Nous, on a un état d'esprit, c'est de se dire, si vous n'êtes pas capable de réaliser les choses à l'issue de notre passage, c'est que vous n'avez pas appris, tout simplement. Et donc, c'est qu'on a mal fait notre travail. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans le concret et la réalisation d'actions utilisables pour la structure à l'issue de la formation. Je me permets juste, pour ceux qui doivent nous quitter, je vois dans le chat, le webinaire est enregistré, donc vous allez le recevoir par email. Voilà, donc si jamais vous avez des contraintes, obligations, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut par email. De toute façon, on en arrive à la fin, puisqu'on avait demandé si vous avez des questions, mais je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées, sauf si on a eu d'autres que je n'ai pas vues encore. Oui, alors moi j'en ai vu quelques-unes, notamment sur Yapla, alors un peu dispersées, donc je me permets de revenir un petit peu dessus. J'ai vu notamment quelle est la différence entre Yapla et Hello Asso. Donc ce que je vous invite à faire, je vous ai mis vraiment dans l'onglet de lien, l'inscription à notre webinaire de découverte. Mais alors, quelques mots. Donc, la différence entre Yapla et Hello Asso. Hello Asso, c'est une solution donc 100% gratuite qui permet aux assos d'aller collecter de l'inscription, du paiement en ligne. Nous, on fait exactement la même chose. La différence, c'est qu'on est un peu plus complet parce qu'on va vous proposer des outils de gestion et de communication en plus. Donc, notamment qui sont gratuits sur la partie communication. Avec notre offre gratuite, vous avez accès à un outil de newsletter. Et puis, on a des offres avancées qui sont pour le coup payantes, mais qui vous donnent accès à tout un système comptable, la possibilité de créer un site web. Donc, l'avantage, c'est que vous partez avec un outil, au début, selon vos besoins, qui est gratuit. Demain, notamment si vous êtes en changement d'échelle, etc., en transition, vos besoins peuvent évoluer. Vous allez peut-être avoir besoin d'outils un peu plus avancés de gestion, etc. L'avantage, c'est que vous aurez déjà tout sur Yapla. Pas besoin de déconstruire tout ce que vous avez fait sur un outil et de devoir tout rebasculer sur un autre outil. Ça demande du temps, c'est de la transition, de changement, etc. Voilà. En gros, le gros avantage de Yapla, c'est que vous avez tout ce qu'il faut sur l'outil. Voilà, qu'est-ce que je vois d'autre? J'ai vu trois questions aussi, peut-être un peu plus techniques sur Yapla. À chaque fois, ce que je vous invite à faire, c'est de nous écrire directement à support@yapla.com. Je vous mets la question, le mail dans le chat, sachant que vous l'avez aussi juste ici. Je me permets d'aller sur ces slides-là. Vous pouvez nous écrire aussi à bonjour@yapla.com si vous avez d'autres questions sur Yapla comme ça. Je vois une question de Dimitri, j'en profite. Donc, Solène, est-ce possible pour les paiements des adhérents qu'il y ait un lien PayPal en plus au moment du processus du paiement ou pas? Alors, malheureusement, non. Aujourd'hui, PayPal, on ne peut pas encaisser de paiement avec PayPal sur Yapla aujourd'hui. Par contre, donc il y a la carte bancaire, évidemment. Vous pouvez payer, vos adhérents, votre communauté peut payer par carte bancaire. Et puis, ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, et si vous aussi vous avez encore du paiement par chèque espèce, c'est une option que vous pouvez proposer sur les formulaires d'inscription via Yapla. Donc, évidemment, la transaction se fait en dehors de Yapla, mais en tout cas, ça vous permet quand même de centraliser toutes les inscriptions sur le même formulaire. Je vois une autre question d'association Cœur d'Étincelle. Bonsoir. Pour les newsletters, c'est notre adresse email qui est visible ou une adresse Yapla. C'est votre adresse à vous. Tout est configurable, personnalisable. C'est bien votre adresse à vous. Puis d'ailleurs, c'est bien important pour que vous soyez reconnu, identifié dans la boîte de réception de votre communauté. Il y a quelques questions
dans lequel… Alors, Claire, merci beaucoup pour la question. On mange quoi ce soir? Je ne sais pas ce que vous avez prévu, vous, ce soir, mais très drôle. Nous, il y a certainement une bière dans l'histoire, en tout cas. Comment… Il y avait une question aussi. Il me semble qu'il y avait une question sur les plateformes qui permettent de mutualiser certaines charges et tout ça. Il y a OpenAsso. Il y a aussi Solutions de partage. Donc voilà, vous pouvez aller chercher sur Internet ces deux solutions-là. C'est des plateformes qui vous permettent de mutualiser des charges et de vous mettre en relation avec d'autres associations qui ont peut-être les mêmes besoins que vous. Ah oui, c'était la question de Béatrice, hein, c'est ça? Sur les regroupements d'assos? Alors, de toute façon, la mutualisation d'assos, vous allez avoir plusieurs outils utilisables, mais c'est aussi à vous d'être acteur et de connaître le tissu associatif local pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires. Mais effectivement, la mutualisation d'associations pour des projets, c'est quelque chose de très chouette pour développer son expansion. Tout à fait clair. Si on fait ce qu'on veut, ensemble, on va plus loin. Là, on a pas mal de questions qui arrivent. Alors, on a une question d'Agnès. Je souhaite mettre en service le terminal de paiement pour les paiements des adhésions. Merci si vous pouvez me contacter pour la mise en service. Ah, alors Agnès, ce que je vous invite à faire, c'est de nous écrire à bonjour@tiapla.com ou alors de vous inscrire à notre webinaire de découverte où on vous explique en fait tout comment faire. Mais vous verrez, c'est très très simple, hein. Nous, c'est un outil qui, en fait, vous êtes autonome pour le mettre en place. On a plein de ressources gratuites pour vous aider, avec des guides, voilà, pour vous aider étape par étape si besoin. Mais du coup, je vous invite à nous écrire si vous avez besoin d'aide. Tac, tac, tac. Bonjour, ça coupe combien la version avancée? Je vais partager mon écran rapidement sur notre page d'offres. Ce sera peut-être plus. Je me permets de prendre quelques minutes parce qu'il y a quelques questions là-dessus. Peut-être que ça répondra aux questions de tout le monde. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Quentin Roblet, est-ce que vous voyez nous, on voit tout. Nous, on voit tout. Vous voyez tout, vous aussi? Ok, super. Donc, bon, là, je suis sur la page tarif de Yapla. Donc, comme je vous le disais, Yapla, on a une offre qui est 100% gratuite. Donc, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais sur les paiements que vous encaissez. Ça vous donne accès à des pages, en fait, d'inscription, que ce soit pour vos adhésions, vos dons, vos événements, qui vous permettent d'encaisser tous vos paiements par carte bancaire ou encore chèque, espèce, virement. Vous avez des outils de communication aussi à disposition, donc les newsletters. Il y a aussi des messages automatiques, par exemple, si vous voulez avoir un message automatique qui remercie vos donateurs à chaque fois qu'ils vous font un don, ça vous évite de devoir le faire manuellement. Et puis voilà, comme je disais, c'est 100% gratuit. Pour les offres payantes, donc on en a 3. On a l'offre essentielle, donc c'est le premier niveau d'offre qui intègre des outils de gestion et de communication. On a notamment le site web, la comptabilité et puis la possibilité de CRM pour les membres. En fait, c'est tout simplement la possibilité de gérer vos membres à travers le temps. On a la notion de renouvellement d'adhésion qui arrive à partir de cette offre-là. Sachez que cette offre, elle est offerte pour les associations clientes Crédit Agricole et LCL. Effectivement, merci Dimitri pour le point. On a des offres partenaires. Je viendrai tout de suite après sur le détail. Je passe juste sur les différents forfaits, puis après, je vous montrerai nos offres partenaires. L'offre plus, elle est, disons, plus destinée à des associations qui vont aller gérer des personnes morales. Donc, en fait, l'adhérent, c'est pas une personne physique, mais c'est une organisation à part entière. On a des fonctions un peu plus avancées sur l'événement en termes de personnalisation. On a la possibilité là d'intégrer de s'intégrer des outils externes. Et puis l'offre premium, là, on est sur une offre qui s'adresse plus à des grosses organisations professionnelles qui ont des besoins des processus métiers très spécifiques et qui ont besoin d'une configuration avancée ou encore qui ont besoin d'organiser des gros événements, donc des congrès sur plusieurs jours ou encore qui sont assujettis à la TVA ou qui vont avoir besoin en tout cas d'avoir une comptabilité d'exercice. Bon, je ne veux pas trop vous dire trop de choses et vous faire perdre le fil, mais on a notre webinaire, encore une fois, de découverte sur Yapla où on vous donnera tous ces éléments-là. Et puis même le 18 mars, vous allez rester connectés, on va vous envoyer les invitations. Juste un mot sur nos offres partenaires, du coup, si votre association est cliente Crédit Agricole ou LCL,
vous avez des tarifs préférentiels et notamment l'offre la plus complète, qui commence à être pas mal complète par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché, l'offre essentielle, donc comme je le disais tout à l'heure, avec tous les outils de gestion, de communication intégrés, le site web, la comptabilité, la possibilité d'encaisser des paiements, etc., qui est gratuite, qui vous est offerte, donc qui est très intéressante. Et puis les offres, on a des réductions sur les offres plus avancées. Voilà, désolée pour cette petite mobilisation de la parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En même temps, c'est très important que tu répondes à toutes ces questions, Solène, pour le coup, parce que justement, c'est aussi ça le but de ce webinaire, c'est de mettre en avant les solutions que vous pouvez utiliser pour vous améliorer, pour vous faciliter la vie. Et Yapla en fait évidemment partie. Donc, c'est top. On a une autre question qui concerne Yapla. Donc, de la même manière, je ne sais pas comment donner la possibilité aux personnes de faire des dons sur Yapla. Eh bien, tout pareil, je vous invite vraiment à nous écrire. Déjà, vous créez un compte, c'est gratuit sur Yapla. Et puis, vous allez être guidé sur toutes les fonctionnalités. Vous allez pouvoir créer une campagne de dons. Ça va vous générer un lien que vous allez pouvoir partager à toute personne que vous souhaitez solliciter pour faire un don à votre association. Et je vous invite du coup à participer à nos prochains webinaires et ou à nous écrire en cas de besoin. Je dirais qu'il y a beaucoup de questions sur Yapla, je me permets d'y répondre. Nous n'avons pas pu intégrer l'ensemble des critères et d'options pour les inscriptions sur Yapla, peut-on avoir un accompagnement. Alors, encore une fois, voilà, si vous avez besoin d'aide là dans toutes les questions qui vont concerner vraiment l'utilisation de Yapla, c'est pas tant l'objet du webinaire d'aujourd'hui, donc je vous invite vraiment à nous écrire par email à bonjour@yapla.com ou à support@yapla.com. Les deux adresses arrivent au même endroit. Et on a toute une équipe derrière le logiciel qui est là pour vous aider, qui vous accompagne, qui prend le temps de vous répondre, qui prend même si besoin des rendez-vous avec vous en visio. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Super, Jacques. J'ai la samedi prochain pour statuer sur le nouveau logiciel compta. Ah bah super, j'attends une réponse de Yapla pour les. Eh bah écoutez, super. J'espère que vous aurez la réponse d'ici samedi, c'est sûr. Puis j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos attentes. Est-ce que l'on peut faire des budgets prévisionnels avec Yapla? Alors non, Yapla c'est pas un outil de gestion de budget là. Par contre, vous allez pouvoir avoir toutes les transactions en fait qui vont transiter par Yapla. Ça va vous permettre d'avoir des rapports comptables qui sont assez pratiques, et notamment quand on est dans des demandes de subventions, qu'on a des petits comptes à rendre et que on ne sait plus où est-ce qu'on en est niveau comptabilité. Dans Yapla, vous avez accès à plein de rapports comptables, bilan, compte des résultats, rapports trésorerie, etc., qui peut être intéressant. Par contre, du coup, comme je disais, système comptable, c'est accessible à partir de notre deuxième niveau d'offre, qui est à 24 € par mois, mais offert aux clients Crédit Agricole et SFR. Donc, suite à la suite de ma question sur Yapla, sur les critères, peut-on avoir une offre adaptée à notre demande, un accompagnement spécifique pour bien maîtriser? Absolument. Khalid, je vous invite à nous écrire pour qu'on puisse vous accompagner correctement selon vos besoins. Voilà, alors ça coince sur certaines options. Alors, je vous invite, Khalid, on va pouvoir se parler peut-être en privé de vos éventuelles questions sur Yapla. Et je vais me concentrer peut-être sur d'autres questions qui concernent le webinaire. Alors là, on avait une question. Est-ce que c'est une question de Jacques? Je dois changer de logiciel de compta pour appliquer de nouvelles règles de comptabilisation. J'ai beaucoup d'immobilisation amortissable. J'essaye de savoir si Yapla peut satisfaire mes besoins. Et ben, je crois que ça rejoint du coup la question de Khalid. Et donc, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos mails. Et puis, je vais poser la question à mes équipes techniques pour qu'on puisse revenir là-dessus. Puis, n'hésitez pas à nous contacter dans ces questions-là. On a une question sur la montée en charge. Pour faire face à la montée en charge, avez-vous des astuces pour atténuer les charges sociales et salariales? Alors, je ne sais pas si tu parles, les garçons. Alors, pour faire face à la montée en charge, moi, j'ai des astuces aussi pour faire financer certains salaires. Il y a ce qu'on appelle le FONGEP, par exemple,
qui est un fonds pour la jeunesse, etc., qui va vous permettre de financer une partie du salaire de votre nouveau collaborateur. Par contre, les emplois aidés, tout ça n'existe plus. Si c'est ça la question qui est derrière, les emplois aidés n'existent plus. Même les services civiques n'existent plus. Donc, parmi les dispositifs qu'il vous reste, vous avez la possibilité de faire appel à ce type de fonds. Vous avez aussi le fonds de développement de la vie associative qui peut vous permettre de financer votre budget de fonctionnement. Mais encore une fois, j'insiste, vous avez aussi une solution qui est gratuite, qui est le mécénat de compétences et qui peut vous permettre d'avoir un professionnel pendant une certaine durée dans votre structure et vous aider à réaliser vos actions. Je tiens à remercier tout le chat, d'ailleurs, qui s'enquiert de la santé. Tout va bien, vous inquiétez pas. Moi, j'adore entendre parler Solène, donc du coup, je suis heureux. Ouais, mais merci pour toutes vos interactions, oui, effectivement, dans le chat, toutes vos questions. Je crois qu'on arrive pas mal au bout des questions. Alors, si jamais, au grand jamais, nous aurions manqué une question, n'hésitez surtout pas, je vais remettre en grand la slide avec nos contacts. Donc, si c'est des questions qui concernent Yapla, vous pouvez contacter du coup bonjour@yapla.com. Et puis, si c'est des questions plus sur DonaSafe, alors vous pouvez contacter peut-être Roblet. Absolument. J'ai déjà eu des gens qui ont pris des rendez-vous, donc n'hésitez pas. Eh bien, super. Merci à tous, du coup. Merci à tous pour justement votre bonne humeur, parce que ça fait plaisir à voir. Le chat était très drôle. C'est ça. J'ai bien rigolé. Et merci aussi à Yapla pour l'organisation, la co-organisation de ce webinaire. C'était top de faire ce webinaire ensemble. Merci à Jugurtha. Merci Jugurtha. Merci à tous. Qui a la gentillesse de venir témoigner, comme quoi apparemment on ne fait pas trop peur à nos clients. On passe même du temps avec, apparemment. Et puis, merci aussi à toi, Roblet, pour la qualité de ton intervention. Merci à toi aussi, Quentin. Merci à tous. Merci pour votre écoute et très bonne soirée. Merci les garçons pour votre temps et ce beau webinaire. J'espère que vous repartez toutes et tous avec plein de bonnes astuces inspirantes pour votre asso. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, répondre à vos questions. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera du coup le 18 mars. Au 18 mars. Au 18 mars. Bonne soirée et bon appétit à tout le monde. Au revoir. Et bonne bière. Au revoir.